Avez-vous déjà eu l'impression que votre téléphone lisait dans vos pensées? Vous venez de réfléchir à un produit et bam, vous voyez déjà sa publicité apparaître dans votre fil d'actualité. Simple coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand derrière? Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films de science-fiction sur les machines à lire l'esprit, lourdes et encombrantes. La vérité est que les technologies capables d'analyser, d'interpréter et même de prédire vos pensées et intentions sont déjà là. Elles sont intégrées à nos gadgets, à nos réseaux sociaux et même aux magasins que nous fréquentons. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble 20 méthodes réelles et opérationnelles par lesquelles la technologie lit déjà dans votre esprit. Je vous le promets, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre smartphone ou votre enceinte connectée de la même manière. À votre avis, s'agit-il d'une avancée pour le bien de l'humanité ou du premier pas vers un contrôle total? Analysons cela ensemble et surtout, restez jusqu'à la fin car la dernière méthode est la plus subtile et peut-être la plus puissante de toutes. L'idée de sonder l'esprit humain fascine les scientifiques et les auteurs depuis des siècles. Pendant longtemps, cependant, cela était resté du domaine de la pure fiction. Les premières étapes concrètes ont été franchies au XXe siècle avec l'invention de l'électroencéphalographe ou EEG. Cet appareil nous a permis de visualiser la tempête électrique qui se déroule à l'intérieur de notre crâne. C'était un peu comme essayer de comprendre l'intrigue d'une pièce de théâtre en écoutant uniquement le brouhaha de la foule dans la salle. Nous voyions l'activité globale, mais sans saisir les pensées spécifiques. Ensuite sont apparues des méthodes plus précises, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRMF, qui montrait quelles zones précises du cerveau étaient actives à un moment donné. Mais il s'agissait toujours de machines énormes, coûteuses et uniquement disponibles en laboratoire. La véritable révolution s'est produite très récemment grâce à l'émergence de deux facteurs clés, la miniaturisation des capteurs et la puissance de l'intelligence artificielle. Les capteurs sont devenus suffisamment petits et abordables pour être intégrés dans nos appareils du quotidien. Simultanément, les réseaux neuronaux ont appris à détecter, dans des flux massifs de données, ces schémas à peine perceptibles qui révèlent nos intentions, nos émotions et nos désirs. C'est ainsi que les technologies de lecture de pensée ont quitté les laboratoires pour s'immiscer dans notre vie de tous les jours, souvent à notre insu. Commençons par un incontournable qui est définitivement sorti du domaine de la science-fiction, les casques et bandeaux utilisant la technologie EEG, l'électroencéphalographie. Imaginez une sorte de bonnet de bain constellé de petits disques métalliques, les électrodes. Ces électrodes n'envoient aucun signal à votre cerveau. Elles se contentent de l'écouter passivement. Chaque fois que vos neurones communiquent, ils génèrent de minuscules impulsions électriques. Lorsque des millions de neurones s'activent simultanément, ils créent un champ électrique suffisamment puissant pour être capté à la surface du cuir chevelu. Ce sont ce que nous appelons les ondes cérébrales. La technologie en elle-même n'est pas nouvelle, elle a presque 100 ans. Cependant, autrefois, le décryptage de ces données nécessitait l'intervention d'un neurologue expérimenté et beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est venue à la rescousse. Les appareils grand public modernes, comme les casques d'Emotiv ou de Neurosky, utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour interpréter ces ondes en temps réel. Attention, ils ne peuvent pas lire votre souvenir précis d'hier, cela reste un mythe. En revanche, ils déterminent avec une précision étonnante votre état général. Êtes-vous concentré ou détendu, stressé ou joyeux? Par exemple, dans certains jeux vidéo avancés, vous pouvez diriger un personnage ou lancer un sort simplement en vous concentrant. Le système détecte le schéma caractéristique des ondes alpha et bêta correspondant à la concentration et exécute l'action. Ou imaginez un bandeau de méditation qui vous fournit un retour d'information via des sons de la nature. Plus votre niveau de relaxation est profond, plus le son s'apaise. Ce ne sont plus de simples gadgets. Ces technologies sont testées pour contrôler des prothèses, des fauteuils roulants et même pour permettre aux personnes paralysées de taper du texte. Ainsi, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un arborant un bandeau futuriste, sachez qu'il n'est peut-être pas seulement en train d'écouter de la musique,
il est probablement en train d'écrire un message ou de piloter un drone par la seule force de sa pensée. Si l'EEG est comparable à l'écoute du bruit de fond général d'un stade, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF, s'apparente au fait de pointer un microphone sur une section précise des tribunes. Cette technologie nous permet de plonger dans le cerveau avec beaucoup plus de profondeur et de précision. Contrairement à l'IRM classique, qui ne fournit qu'un cliché statique de la structure cérébrale, l'IRMF suit les variations du flux sanguin. Le principe est simple. Lorsqu'une zone du cerveau est très sollicitée, elle a besoin de plus d'oxygène qui est fourni par le sang. L'appareil d'IRMF capte ces changements microscopiques dans le taux d'oxygénation du sang et met en évidence les zones actives en temps réel sur une carte 3D du cerveau. Nous parlons là d'un outil puissant pour le décryptage de la pensée. Par exemple, en 2011, des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley ont mené une expérience frappante. Ils ont montré à des sujets des bandes annonces de films tout en scannant leur cerveau via l'IRMF. Ces données ont ensuite été injectées dans un algorithme informatique. Une fois entraîné, le réseau neuronal a pu, en analysant que l'activité cérébrale, reconstruire une image certes grossière et floue, mais parfaitement reconnaissable de ce que la personne était en train de regarder. En fait, ils ont réussi à extraire une image directement du cerveau du sujet. Bien sûr, pour l'instant, cela nécessite l'utilisation d'un appareil mastodonte, bruyant et incroyablement coûteux, dans lequel il faut rester totalement immobile. Vous ne le croiserez pas de sitôt dans un centre commercial. Cependant, ce sont précisément ces données de laboratoire qui servent à entraîner les réseaux neuronaux qui, à terme, fonctionneront dans des dispositifs beaucoup plus simples et accessibles. Les études menées avec l'IRMF nous aident à comprendre quelles zones du cerveau sont responsables de la prise de décision, du mensonge, de la peur ou même de l'amour. Et ces connaissances sont d'ores et déjà exploitées activement dans ce que l'on appelle le neuromarketing, où les chercheurs analysent la réaction cérébrale face à une publicité, un emballage produit ou la conception d'un site web afin de les rendre le plus séduisants possible pour notre subconscient. Passons maintenant à une technologie que vous côtoyez quotidiennement, souvent sans même vous en rendre compte, l'eye tracking ou l'oculométrie. Vos yeux ne sont pas seulement le miroir de l'âme, ils sont aussi une fenêtre ouverte sur vos processus cognitifs. La direction de votre regard, le temps que vous fixez un élément et la séquence dans laquelle vous passez d'un objet à un autre en disent long sur vous, bien plus que vous ne l'imaginez. Les systèmes modernes d'oculométrie utilisent de minuscules caméras infrarouges, souvent intégrées directement dans l'écran de votre smartphone, votre ordinateur portable ou dans des lunettes spéciales. Ils projettent un faisceau de lumière invisible sur la cornée et en suivent la réflexion, déterminant ainsi la direction de votre regard avec une précision microscopique. À quoi cela sert-il? Les domaines d'application sont illimités. Dans le marketing, l'eye tracking est une véritable mine d'or. Les entreprises créent des cartes de chaleur ou heatmaps, des sites web et des rayons de supermarchés. Ils peuvent observer quel élément de design attire l'attention en premier et lequel passe inaperçu. Ils savent que vous regardez d'abord le titre puis l'image et seulement ensuite le prix. Grâce à ces données, ils modifient l'emplacement des boutons, la couleur des emballages et même l'agencement du magasin, tout ça pour vous inciter subtilement à l'achat. Par exemple, une étude pourrait révéler que le regard de l'utilisateur glisse le plus souvent vers le côté gauche de l'écran. C'est précisément là que sera placée la fonction la plus cruciale, comme le bouton Acheter. Mais ce n'est pas tout. L'oculométrie est utilisée pour le diagnostic de certaines pathologies, comme l'autisme ou le TDAH, en analysant les schémas caractéristiques du mouvement des yeux. Dans les véhicules, cette technologie surveille si le conducteur ne se déconcentre pas de la route ou s'il n'est pas en train de s'assoupir. Quant à la réalité virtuelle, cette technologie permet de rendre les graphismes plus réalistes en ne rendant en haute qualité que la partie de l'image que vous regardez à l'instant T, économisant ainsi de précieuses ressources de calcul.
La prochaine fois que vous vous contenterez de jeter un œil à une vitrine ou un site web, rappelez-vous ceci. Il est fort probable que quelqu'un analyse méticuleusement la trajectoire de votre regard pour décoder ce qui se passe dans votre tête. Passons des yeux au visage. Comme le disait le Dr House, tout le monde ment, mais notre visage nous trahit souvent complètement. Nous parlons ici de la technologie de reconnaissance faciale des émotions par la mimique. Ce domaine a été fondé par le psychologue Paul Ekman, qui a démontré que les émotions de base, la joie, la colère, la surprise, la peur, le dégoût et la tristesse, se manifestent par des micro-expressions universelles, communes à toutes les cultures. Il s'agit de contractions musculaires involontaires du visage, qui ne durent qu'une fraction de seconde. Vous pouvez forcer votre sourire, mais un léger tressaillement au coin de la bouche ou un haussement de sourcils à peine perceptible révélera toujours votre véritable réaction. Autrefois, seuls des experts formés pouvaient les détecter. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'en charge. La caméra de votre téléphone ou de votre ordinateur portable capte votre visage et le réseau neuronal analyse la position de dizaines de points clés, coin des yeux, des lèvres, ailes du nez, sourcils. L'algorithme compare leur disposition à une base de données gigantesque de visages étiquetés par émotion. Il rend ensuite son verdict. Surprise à 90%, irritation masquée à 40%. Où est-ce utilisé? Partout. Les recruteurs s'en servent lors des entretiens vidéo pour évaluer votre sincérité et votre réaction face à des questions délicates. Les spécialistes du marketing analysent la réaction des groupes de discussion face à un nouveau produit ou à une publicité. Les systèmes de sécurité dans les aéroports tentent d'identifier les comportements suspects et la nervosité. Même les plateformes éducatives surveillent si un élève s'ennuie pendant un cours en ligne, afin d'adapter le contenu. Un mythe veut que ces systèmes puissent dire de manière certaine si quelqu'un ment ou non. Ce n'est pas tout à fait exact. Le système détecte le stress et l'inadéquation entre les mots et l'expression faciale, mais pas le mensonge en lui-même. Cependant, cette information confère un avantage considérable à celui qui la détient. Le plus intéressant, c'est que nous entraînons nous-mêmes ces systèmes tous les jours, lorsque nous utilisons des masques et des filtres sur les réseaux sociaux qui doivent lire notre visage pour fonctionner. Ce n'est pas ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. Cette maxime résume parfaitement la technologie que nous allons aborder, l'analyse de la tonalité vocale. Quand nous parlons, l'information ne passe pas uniquement par les mots. Le timbre, la hauteur, le débit de la parole, les silences, les intonations, l'ensemble de ces signaux paralinguistiques charrient une quantité phénoménale d'informations sur notre état émotionnel, et les machines ont appris à les décoder. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous appelez le centre d'appel d'une banque ou que vous interagissez avec un assistant vocal, votre voix est convertie en signal numérique. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Elle n'analyse pas le sens des mots, c'est le rôle d'un autre système. Sa mission est de décomposer la piste audio en centaines de paramètres, caractéristiques fréquentielles, amplitude, vitesse d'élocution des phonèmes, durée des silences. Ensuite, elle compare le profil acoustique, ainsi obtenu à des modèles entraînés sur des millions d'heures de conversations humaines, catégorisées par émotion. Résultat, le système peut déterminer en temps réel si votre voix exprime le calme, l'enthousiasme, l'irritation, la fatigue ou la tristesse. Les centres d'appel des grandes entreprises exploitent déjà massivement cette technologie. Si l'algorithme détecte qu'un client est au bord de la crise et que son niveau de colère atteint un seuil critique, le système peut basculer automatiquement l'appel vers un opérateur plus expérimenté ou proposer un geste commercial pour désamorcer la situation. Dans certaines entreprises, elle sert également à évaluer les performances des employés pour vérifier s'ils communiquent avec les clients de manière amicale et assurée. La technologie trouve aussi des applications en médecine pour le diagnostic de la dépression ou de la maladie de Parkinson, des affections qui impactent l'appareil vocal, et bien sûr dans le domaine de la sécurité où l'analyse du stress vocal lors d'un interrogatoire peut signaler les moments de forte tension émotionnelle. Alors,
La prochaine fois que vous serez tenté de crier sur un répondeur automatique, souvenez-vous de ceci. Il n'écoute pas seulement vos paroles, il ressent votre colère. Et il est fort probable qu'il soit déjà en train de l'enregistrer dans votre dossier client. Attardons-nous maintenant sur l'outil que vous utilisez des dizaines, si ce n'est des centaines de fois par jour, le clavier de votre smartphone. Nous parlons ici des systèmes de saisie prédictive comme Gboard de Google ou SwiftKey. À première vue, leur mission semble simple. Devinez le prochain mot que vous souhaitez taper pour vous faire gagner du temps. Mais comment s'y prennent-ils exactement? C'est ce qu'on pourrait appeler de la véritable lecture de pensée, basée sur une analyse probabiliste sophistiquée. À la base se trouve un modèle linguistique extrêmement complexe, entraîné sur des milliers de milliards de phrases tirées d'Internet, de livres et de conversations. Il sait qu'après le mot « bonne », il y a de fortes chances que vous tapiez « journée » ou « soirée ». Mais ce n'est que le premier niveau. Le second niveau, bien plus intéressant, c'est la personnalisation. Votre clavier analyse tout ce que vous avez tapé, vos messages sur les messageries, vos emails, vos notes, vos requêtes de recherche. Il étudie votre style de communication unique, vos tics de langage préférés, les noms de vos amis, l'argot que vous utilisez. Il crée votre empreinte linguistique personnelle. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à taper « rendez-vous à », il ne vous propose pas une adresse au hasard, mais le nom de votre café préféré. Il sait comment vous vous adressez à votre mère et comment vous parlez à votre patron. En fait, il construit un véritable modèle de votre pensée et de votre discours. C'est incroyablement pratique, mais il y a un revers de la médaille. Toutes ces données concernant vos projets, vos relations, vos problèmes, vos centres d'intérêt sont stockées et analysées. Officiellement, elles servent à améliorer le service. Mais elles peuvent également être utilisées pour le ciblage publicitaire. Si vous écrivez souvent sur des travaux de rénovation, ne soyez pas surpris de voir des publicités pour des magasins de bricolage. Si des mots liés à la maladie apparaissent dans vos échanges, on pourrait vous montrer de la publicité pour des médicaments. Ainsi, votre clavier, qui est l'outil le plus intime pour exprimer vos pensées, se transforme en une source de données extrêmement puissante pour des corporations qui cherchent à tout savoir de vous. La barre de recherche, que ce soit Google, Yandex ou tout autre moteur, représente sans doute la conversation la plus honnête et la plus intime que l'être humain moderne entretient avec qui que ce soit. Nous confions au moteur de recherche des choses que nous n'osons pas toujours aborder avec nos amis, notre médecin, ni même notre partenaire. Nos peurs, nos espoirs, nos symptômes médicaux, nos soucis financiers, nos passions secrètes, tout cela se transforme en requêtes, et chaque requête est une petite pièce d'un puzzle qui permet de dresser un portrait psychologique extrêmement détaillé. Évidemment, les géants du web ne laissent pas passer une telle opportunité. Ils analysent non seulement vos recherches actuelles, mais aussi l'intégralité de votre historique de navigation, souvent sur plusieurs années. Ils voient comment vos intérêts ont évolué, quelles préoccupations vous ont tracées et par quelles étapes de la vie vous êtes passé. Par exemple, la séquence de requêtes symptômes grossesse, meilleure poussette et comment endormir bébé indique sans équivoque l'arrivée imminente ou récente d'un enfant dans la famille. Les recherches sur comment rédiger un CV et offre d'emploi signalent clairement une recherche de travail. Cette analyse va bien au-delà du simple ciblage publicitaire. Les algorithmes sont capables de prédire avec une grande précision votre niveau de revenu, vos opinions politiques, votre situation familiale et même votre orientation sexuelle, même si vous ne l'avez jamais mentionné explicitement. Ils connaissent vos potentiels problèmes de santé avant même que vous ne consultiez un médecin. L'ensemble de ces données permet d'élaborer non seulement des campagnes publicitaires, mais de véritables stratégies d'influence. Par exemple, en période électorale, en fonction de vos recherches politiques, on pourra vous présenter des actualités spécialement sélectionnées, soit pour renforcer vos opinions, soit au contraire pour semer le doute. Le moteur de recherche est passé du statut de simple outil d'information à celui d'instrument puissant d'étude et de prédiction du comportement humain.
C'est en quelque sorte un psychanalyste numérique qui n'oublie jamais rien. Si le moteur de recherche est notre journal intime numérique, les réseaux sociaux, eux, sont la scène sur laquelle nous jouons notre rôle social, et chacun de nos mouvements sur cette scène est analysé avec une extrême attention. Les j'aime, les partages, les commentaires, les abonnements, le temps passé à consulter un contenu spécifique, tout cela n'est pas une simple activité, mais un ensemble de signaux extrêmement révélateurs de notre personnalité. En 2013, des chercheurs de l'université de Cambridge ont publié une étude qui a fait grand bruit. Ils ont démontré qu'un algorithme analysant seulement vos j'aime sur Facebook pouvait déterminer votre sexe avec 93% de précision, votre orientation sexuelle avec 88% et vos préférences politiques avec 85% de précision. De plus, il pouvait deviner avec une forte probabilité si vous consommiez de la drogue ou si vos parents étaient divorcés. Et cela, c'était il y a plus de 10 ans. Depuis, les algorithmes sont devenus infiniment plus sophistiqués. Ils n'analysent pas seulement ce que vous aimez, mais aussi ce sur quoi vous vous attardez du regard, sans même cliquer. Ils décortiquent la sémantique de vos commentaires, la vitesse à laquelle vous tapez une réponse, et même les émojis que vous utilisez. Sur la base de ces données, un profil psychographique extrêmement détaillé est créé, basé sur le modèle des Big Five: extraversion, agréabilité, conscience, neuroticisme et ouverture à l'expérience. Ce profil est ensuite utilisé pour le micro-ciblage. Cela signifie que deux personnes différentes, même si elles partagent des données démographiques similaires, se verront proposer des publicités totalement différentes pour le même produit. On montrera une fête à l'extraverti, tandis que l'introverti verra une soirée douillette avec un livre. Une personne anxieuse sera ciblée par des messages insistant sur la sécurité et la fiabilité, tandis qu'une personne ouverte aux nouvelles expériences se verra présenter l'innovation et l'unicité du produit. Ainsi, les réseaux sociaux ne se contentent pas de vous montrer des publicités. Ils s'adressent directement à vous, en utilisant le langage de vos désirs et de vos peurs subconscientes que votre empreinte numérique leur a permis de décrypter. Pour la suite, laissons le numérique de côté et concentrons-nous sur le physique. Les montres connectées et les bracelets d'activité sont aujourd'hui omniprésents, portés jour et nuit par beaucoup d'entre nous. Certes, ils comptent les pas, mesurent le rythme cardiaque et surveillent la qualité de notre sommeil, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ces gadgets, en apparence inoffensifs, collectent une quantité phénoménale de données sur notre état physiologique, des informations intimement liées à notre santé mentale. Votre rythme cardiaque n'est pas qu'un simple chiffre. Sa variabilité, c'est-à-dire les variations microscopiques dans l'intervalle entre chaque battement, en dit long sur votre niveau de stress. Lorsque vous êtes calme, cette variabilité est élevée. Quand vous êtes anxieux ou sous pression, elle chute. Les algorithmes sont programmés pour analyser ce marqueur en permanence. Si le système détecte que votre niveau de stress est excessif depuis plusieurs heures, il peut vous proposer des exercices de respiration guidée. La qualité de votre sommeil est un autre indicateur essentiel. L'appareil suit les cycles de sommeil paradoxal et profond, ainsi que le nombre de vos réveils nocturnes. Les troubles du sommeil sont d'ailleurs souvent les premiers signes d'une dépression ou d'une anxiété accrue. Les modèles les plus avancés mesurent même votre taux d'oxygène dans le sang et votre température cutanée. Mis bout à bout, toutes ces informations permettent à l'intelligence artificielle de dresser un tableau détaillé de votre état de santé général. C'est potentiellement incroyablement bénéfique, car cela permet d'anticiper des problèmes. Mais la question est, qui d'autre a accès à ces données? Les compagnies d'assurance, par exemple, sont très intéressées. Imaginez que le coût de votre mutuelle dépende du nombre de pas que vous faites et de la qualité de vos nuits. Les employeurs pourraient également vouloir surveiller le niveau de stress de leurs salariés pour mieux optimiser leur productivité. Ainsi, les données sur votre corps se transforment en données sur vos émotions et vos pensées. Elles deviennent une marchandise de grande valeur, analysée et monétisée. Ok Google, Alexa,
Siri. Les enceintes connectées et les assistants vocaux sur nos téléphones se sont solidement implantés dans nos vies. Ils sont incroyablement pratiques. Ils lancent de la musique, règlent des minuteurs, répondent à nos questions. Mais pour fonctionner, ils ont besoin d'un accès constant au microphone. Officiellement, l'appareil ne s'active et ne commence à enregistrer qu'après avoir entendu le mot-clé. Sauf que, pour pouvoir l'entendre, le micro doit être actif en permanence, analysant constamment les sons ambiants. Et c'est là que de nombreuses questions se posent. Les entreprises garantissent que l'enregistrement et l'envoi vers les serveurs ne se font qu'après cette activation. Cependant, de nombreux scandales et enquêtes ont montré que les déclenchements accidentels ne sont pas rares. Des fragments de conversations privées, de réunions professionnelles ou de disputes familiales peuvent être enregistrés par inadvertance et envoyés pour analyse. Qui plus est, ces enregistrements sont souvent écoutés, non seulement par des machines, mais aussi par des êtres humains. Il s'agit d'employés des entreprises chargés d'améliorer la qualité de la reconnaissance vocale. Ils entendent vos commandes, bien sûr, mais aussi tout le bruit de fond, les pleurs d'un enfant, la télévision allumée, des bribes de conversation. Même si l'on écarte la théorie de l'écoute constante, nos propres requêtes adressées aux assistants sont une mine d'informations. Nous posons des questions sur ce qui nous préoccupe, nous dictons des listes de courses, nous demandons de la musique selon notre humeur du moment. Les algorithmes analysent non seulement le contenu de ces requêtes, mais aussi, comme nous l'avons mentionné, le timbre de la voix, détectant ainsi notre état émotionnel. Ces informations sont utilisées pour personnaliser les services et, bien sûr, la publicité. Si vous demandez souvent de la musique triste, le système peut en déduire que vous êtes dans un état dépressif. Si, dans les conversations en arrière-plan, une marque concurrente est souvent mentionnée, vous risquez de voir apparaître ces publicités. L'enceinte connectée, autrefois simple assistante, se transforme ainsi en oreille de la corporation, installée au cœur de votre propre maison. Il existe une véritable industrie dédiée à la lecture des pensées, à échelle industrielle, c'est le neuromarketing. Ce domaine se situe au carrefour du marketing, de la psychologie et des neurosciences. Son objectif, étudier la manière dont le cerveau du consommateur réagit aux stimuli publicitaires. Au lieu de simplement demander aux gens s'ils ont apprécié une publicité ou un packaging, car les consommateurs ne disent pas toujours ce qu'ils pensent ou n'ont pas conscience de leur propre réaction, les neuromarketeurs regardent directement ce qui se passe dans le cerveau. Pour ce faire, ils déploient un arsenal technologique complet. En laboratoire, on utilise l'EEG, électroencéphalogramme, un outil qui permet de suivre le niveau d'engagement et la réponse émotionnelle, ou encore l'oculométrie qui révèle précisément sur quels éléments de la publicité le consommateur fixe son attention. Ils emploient également la technique de la réponse galvanique cutanée. Des capteurs placés sur les doigts mesurent les plus infimes changements de transpiration, un indicateur fiable d'excitation émotionnelle. Toutes ces données sont collectées pendant le visionnage d'une publicité, la navigation sur un site web ou même une promenade dans la réplique virtuelle d'un magasin. Ensuite, l'intelligence artificielle analyse ces gigaoctets d'informations physiologiques et rend son verdict. Par exemple, l'attention des spectateurs chute brutalement à la 10e seconde du spot. Le packaging rouge génère une meilleure réponse émotionnelle que le bleu. Ou encore, le bouton d'achat est placé dans une zone d'ombre et passe inaperçu pour la majorité. Sur la base de ces insights, les entreprises réorientent leurs campagnes publicitaires et modifient le design de leurs produits et de leur site web afin d'agir le plus efficacement possible sur notre subconscient en contournant notre pensée critique. De nombreuses marques célèbres, allant des constructeurs automobiles aux chaînes de restauration rapide, recourent activement au service des agences de neuromarketing. Ainsi, si une nouvelle publicité vous semble particulièrement insistante ou si elle vous accroche d'une manière spéciale, il est fort possible que ce ne soit pas seulement le résultat du talent des créatifs, mais aussi celui d'un calcul froid, basé sur l'analyse des ondes cérébrales de centaines de personnes comme vous. Après avoir exploré des approches indirectes,
il est temps de se pencher sur la connexion directe entre le cerveau et l'ordinateur. On parle ici de la technologie BCI ou Brain Computer Interface, interface cerveau-ordinateur. C'est l'aboutissement des technologies de décodage de la pensée permettant de piloter des appareils externes directement, sans aucune intervention musculaire. Il existe deux grandes catégories de BCI. D'abord, les non-invasifs, comme les casques EEG que nous connaissons. Ils captent les signaux électriques à la surface du cuir chevelu. Ces systèmes sont sûrs et faciles à utiliser, mais leur manque de précision est souvent un frein. Ensuite, il y a les BCI invasifs. Ici, on implante chirurgicalement de minuscules électrodes directement dans le cerveau afin de capter les signaux au niveau neuronal. Le gain en précision est absolument phénoménal. L'exemple le plus médiatisé est sans aucun doute le projet Neuralink d'Elon Musk. Leur puce, à peine plus grande qu'une pièce de monnaie et implantée dans le cortex cérébral, peut décoder l'activité de milliers de neurones simultanément. Récemment, la société a fait la démonstration de son premier patient porteur de la puce, un jeune homme tétraplégique. Il est capable de jouer aux échecs sur ordinateur et même d'utiliser les réseaux sociaux, uniquement par la pensée. Il lui suffit d'imaginer le mouvement de sa main pour déplacer le curseur. La puce détecte l'intention neuronale correspondant à ce geste et transmet instantanément la commande à la machine. C'est une véritable révolution, capable de rendre la mobilité et les moyens de communication aux personnes souffrant de graves lésions neurologiques. Mais le potentiel va bien au-delà. À l'avenir, de telles interfaces pourraient nous permettre de télécharger de l'information directement dans notre cortex, de communiquer par télépathie assistée par Internet ou de piloter des systèmes techniques ultra complexes. Cependant, les questions éthiques soulevées sont d'une acuité sans précédent. Si cette puce est capable de lire les signaux neuronaux, ne sera-t-elle pas capable un jour d'y inscrire ou d'y injecter de l'information ? Qui aura le contrôle de l'accès à nos pensées les plus intimes ? Ce n'est plus seulement une question de vie privée, c'est désormais un enjeu de souveraineté individuelle, et il est impératif que nous trouvions des réponses à ces questions dans un futur très proche. Revenons à un autre geste d'apparence banale, la frappe au clavier, cette fois sur ordinateur. Vous pensez que seul le texte que vous avez écrit compte ? Détrompez-vous. Les systèmes modernes n'analysent pas ce que vous écrivez, mais comment vous le faites. Ce processus est appelé la dynamique de frappe ou l'analyse des schémas de saisie. Chaque individu possède un style de frappe unique, presque aussi personnel qu'une empreinte digitale. Il résulte d'une multitude de paramètres. La vitesse de frappe, le rythme, la force avec laquelle vous appuyez sur les touches, le temps de maintien de chaque touche, les pauses entre les frappes, ainsi que vos fautes de frappe habituelles et la rapidité avec laquelle vous les corrigez. Des programmes spécifiques, souvent actifs en arrière-plan sur les sites web ou au sein des systèmes d'entreprise, collectent en permanence ces données biométriques. Dans quel but ? Le premier usage, et le plus évident, concerne la sécurité. Certaines banques et services en ligne utilisent la dynamique de frappe comme niveau d'authentification supplémentaire. Même si un pirate vole votre mot de passe, il ne pourra pas le saisir exactement de la même manière que vous, et le système déclenchera une alerte. Mais l'analyse va encore plus loin. Votre style de saisie évolue selon votre état émotionnel. Lorsque vous êtes en colère ou anxieux, vous taperez probablement plus vite et avec plus de force. Lorsque vous êtes fatigué, la vitesse diminue et le nombre de fautes de frappe augmente. Les algorithmes peuvent suivre ces variations. Par exemple, un système de test en ligne pourrait suspecter qu'un étudiant cherche des réponses sur Internet si son rythme de frappe passe soudainement d'assuré à haché. Un employeur peut analyser la frappe de ses salariés pour détecter des signes de burn-out ou, à l'inverse, des périodes de productivité maximale. Ces données peuvent même être utilisées pour déterminer votre niveau de confiance lorsque vous remplissez un formulaire ou un CV. Ainsi, un simple geste mécanique comme le claquement des touches se transforme en un flux constant de données révélant votre état psychologique. Votre smartphone sait où vous étiez hier soir, votre lieu de travail, le supermarché où vous faites vos courses et même votre itinéraire pour rentrer chez vous.
Tout ceci est possible grâce aux données de géolocalisation que collecte le GPS, le Wi-Fi, mais aussi les antennes relais. L'analyse de ces informations permet de faire bien plus que simplement suivre vos déplacements. Elle permet de prédire avec une précision redoutable vos actions et intentions futures. Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent vos trajets quotidiens afin d'établir un modèle de votre comportement type. Ils connaissent votre routine par cœur, la fameuse boucle maison-travail-salle de sport-maison. Le moindre écart par rapport à ce schéma est immédiatement enregistré et analysé. Par exemple, si en rentrant du travail, vous vous êtes soudainement arrêté devant une bijouterie pour y passer une demi-heure, le système va immédiatement deviner un événement à venir, un anniversaire ou une date importante. Et sans surprise, vous verrez bientôt apparaître des publicités pour des restaurants ou des idées de cadeaux. Si vous fréquentez régulièrement un centre médical, cela suggère des problèmes de santé. Une visite à un concessionnaire, l'intention d'acheter une nouvelle voiture. Ces données ne sont pas seulement précieuses pour les annonceurs, les services municipaux peuvent les utiliser pour optimiser la circulation. Les détaillants, eux, s'en servent pour choisir le meilleur emplacement pour un nouveau point de vente. Mais il existe une face beaucoup plus sombre. Les données de localisation peuvent révéler des informations extrêmement privées. La fréquentation d'une église ou d'une mosquée, par exemple, révèle votre confession. Une visite à une clinique, des problèmes de santé, la participation à un rassemblement, vos opinions politiques. Combinées à d'autres données, cela permet de construire des profils incroyablement précis qui peuvent ensuite être exploités à des fins de manipulation ou de discrimination. Votre trajet du point A au point B n'est donc plus une simple ligne tracée sur une carte. C'est désormais une histoire complète de votre vie, de vos habitudes et de vos intentions, lue et analysée par des machines. À chaque fois que vous utilisez votre carte en grande surface, vous laissez derrière vous une empreinte numérique. Votre liste de courses n'est pas un simple reçu, c'est un rapport détaillé de votre style de vie, de vos habitudes et de votre avenir potentiel. De grandes chaînes comme Target ou Walmart collectent et décortiquent ces informations depuis des décennies. Leurs algorithmes en savent bien plus sur vous que vos propres proches. Le cas le plus célèbre est l'histoire révélée par un statisticien de Target. Un père furieux s'était rendu en magasin et avait sommé le gérant d'arrêter d'envoyer à sa fille mineure des coupons pour articles de bébé et vêtements de maternité. Le responsable s'est excusé, puis a rappelé quelques jours après pour réitérer ses excuses. Mais le père lui a rétorqué « C'est moi qui vous dois des excuses. Il se passait des choses chez moi que j'ignorais. Ma fille est bel et bien enceinte. Elle accouche en août. » Comment l'algorithme a-t-il pu le savoir avant le père? En analysant l'historique d'achat de la jeune femme. Les données ont montré que les femmes en début de grossesse commencent à acheter des produits très spécifiques, des lotions sans parfum, des cotons et des suppléments vitaminiques. L'algorithme a identifié ce schéma sur une masse de données gigantesque, attribuant à la jeune fille un score de probabilité de grossesse très élevé. Et ce n'est qu'un exemple. Les algorithmes peuvent anticiper un divorce via l'achat régulier de repas pour une seule personne, un déménagement imminent, achat de cartons et de produits ménagers, ou même des problèmes de santé, un passage marqué aux produits diététiques. Cette mine d'informations est utilisée pour vous cibler avec la publicité la plus pertinente au moment précis où vous êtes le plus vulnérable et disposé à passer à l'acte d'achat. Votre panier d'achat est, pour les grandes entreprises, une véritable boule de cristal leur permettant de voir votre avenir. La voiture moderne a cessé d'être un simple moyen de transport. C'est désormais un véritable ordinateur sur roue, équipé de dizaines de capteurs sophistiqués. Fait intéressant, beaucoup de ces capteurs ne sont pas orientés vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers le conducteur lui-même. Les systèmes de surveillance de l'état du conducteur ou DMS sont en passe de devenir la norme sur de nombreux nouveaux modèles. Comment fonctionne-t-il ? Une caméra, souvent intégrée à la colonne de direction ou au tableau de bord, surveille en permanence votre visage et vos yeux. Elle utilise des technologies similaires à l'oculométrie ou eye tracking et à la reconnaissance des émotions.
L'algorithme suit votre fréquence de clignement, la durée pendant laquelle vos yeux restent fermés et où se porte votre regard. Si le système détecte que vous regardez trop longtemps ailleurs que la route, ou si vos paupières commencent à se fermer, il émettra un signal sonore ou vibratoire. Un symbole de tasse de café apparaîtra alors sur le tableau de bord, vous invitant à faire une pause. Certains systèmes vont plus loin en analysant votre style de conduite. Les accélérations brusques, les freinages trop fréquents ou le louvoiement excessif dans votre voix peuvent signaler non seulement une conduite agressive, mais aussi une fatigue sévère ou même une possible intoxication. La voiture collecte des données sur la manière dont vous tenez le volant, la fréquence d'utilisation du système multimédia et même les conversations que vous avez via le kit main libre. Toutes ces informations sont destinées à améliorer la sécurité. Cependant, à l'image des trackers de fitness, ces données suscitent un intérêt majeur pour les compagnies d'assurance. Il existe déjà des programmes de assurance intelligente où le coût de votre police dépend directement de votre comportement au volant. Plus votre conduite est prudente, plus la réduction est importante, mais cela signifie également que la moindre de vos erreurs est enregistrée et pourrait, à terme, être utilisée contre vous. Votre voiture n'est plus un simple serviteur silencieux, mais un observateur strict qui évalue en permanence vos actions et votre état physique. L'industrie du jeu vidéo a toujours été à la pointe du progrès technologique. Aujourd'hui, elle se lance activement dans les technologies de lecture des pensées pour proposer une expérience de jeu radicalement nouvelle. On parle ici de jeux adaptatifs, qui évoluent en temps réel en fonction de l'état émotionnel du joueur. Imaginez un jeu d'horreur. Vous portez un casque équipé de capteurs d'électroencéphalographie, l'EEG, et de mesure de la réponse galvanique de la peau. Le jeu surveille votre niveau de peur et de stress. Dès que vous commencez à vous habituer au scénario angoissant et que vous vous détendez, le jeu change de tactique. Il atténue les sons, rend les ennemis moins visibles et installe une atmosphère d'attente pleine de tension pour vous surprendre à nouveau. Inversement, si l'algorithme détecte que vous êtes au bord de la panique, il peut temporairement réduire la difficulté pour vous offrir un moment de répit. Dans les jeux éducatifs ou les simulateurs, le système peut suivre votre niveau de concentration. S'il remarque que votre attention se disperse, il peut proposer une nouvelle tâche plus engageante ou vous suggérer de faire une courte pause. Dans les jeux multijoueurs, l'analyse des émotions pourrait servir à grouper des joueurs ayant un psychotype similaire ou à identifier les comportements dits toxiques. Certains développeurs expérimentent également avec des commandes basées sur les émotions. Par exemple, pour lancer un sort puissant, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Vous devez atteindre un certain niveau de concentration, lu directement par le capteur EEG. Cela crée une immersion incroyable et rend l'expérience de jeu véritablement personnelle. Vous ne faites plus qu'interagir avec le jeu, c'est le jeu qui joue avec vous, s'adaptant à vos réactions les plus profondes, à des émotions que vous n'arrivez même pas toujours à conscientiser. Depuis que l'éducation et le travail sont passés au format en ligne, une question majeure se pose. Comment garantir l'intégrité des examens et des tests à distance? La solution? Les systèmes de proctoring. Ce sont des logiciels qui transforment votre ordinateur en un véritable surveillant numérique. Ces systèmes s'appuient sur un ensemble complexe de technologies pour analyser votre comportement. Premièrement, ils accèdent à votre webcam et à votre microphone. L'intelligence artificielle analyse le flux vidéo en continu, utilisant la reconnaissance faciale pour confirmer que c'est bien vous qui êtes devant la caméra. Elle suit la direction de votre regard. Si vous regardez trop souvent loin de l'écran, le système signalera cela comme un comportement suspect. L'algorithme détecte également la présence de tiers dans le champ de vision ou la présence d'objets interdits, comme un téléphone. Deuxièmement, le système analyse les sons ambiants dans la pièce. Des voix étrangères ou un chuchotement peuvent être interprétés comme une tentative d'obtenir de l'aide ou des réponses. Troisièmement, le logiciel contrôle tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Il empêche l'ouverture de nouveaux onglets de navigateur, le lancement d'applications externes
et même l'utilisation de certaines combinaisons de touches. Certains systèmes de proctoring avancés utilisent même l'analyse des schémas de frappe dont nous avons parlé. Si votre style de saisie change subitement, cela peut indiquer qu'une autre personne répond à votre place. À la fin de l'examen, le système génère un rapport pour l'enseignant soulignant tous les moments suspects avec des horodatages précis sur l'enregistrement vidéo. Certes, cela aide à lutter contre la triche. Mais en même temps, cela engendre un énorme malaise psychologique et soulève de nombreuses questions sur le respect de la vie privée. Le système vous surveille constamment dans votre propre espace personnel, analysant chacun de vos gestes et sons, dans une tentative d'anticiper ou de deviner toute intention malhonnête. Le concept de maison connectée nous vend du rêve, confort absolu et automatisation de toutes nos tâches quotidiennes. La lumière s'allume toute seule dès que vous entrez dans une pièce, le thermostat maintient une température idéale et la machine à café prépare votre boisson au moment exact de votre réveil. Mais pour qu'une maison soit réellement intelligente, elle doit d'abord apprendre à vous connaître, et elle y parvient en collectant constamment des données sur vos habitudes domestiques les plus infimes. Les enceintes connectées écoutent vos commandes. Les ampoules intelligentes savent à quelle heure vous vous couchez et à quelle heure vous vous réveillez. Le frigo intelligent peut surveiller ce que vous mangez. La télévision connectée connaît vos goûts en matière de films et de séries. Les détecteurs de mouvement enregistrent chacun de vos déplacements à travers la maison. Toutes ces informations convergent vers un écosystème unique pour être analysées par l'intelligence artificielle. Elle construit un modèle détaillé de votre emploi du temps quotidien. Elle sait que vous vous levez à 7 heures en semaine et à 10 heures le week-end. Elle sait aussi qu'en soirée, vous préférez une lumière tamisée et chaleureuse. Grâce à ce modèle, le système peut non seulement gérer automatiquement vos appareils, mais aussi anticiper vos besoins. Par exemple, si vous mettez toujours la bouilloire en marche à 8 heures, la prise connectée peut commencer à le faire à votre place. Cependant, ces données, qui concernent vos habitudes domestiques les plus intimes, peuvent également être utilisées à d'autres fins. Elles peuvent être transmises à des entreprises de marketing. Si votre serrure intelligente enregistre que vous rentrez souvent tard la nuit, on pourrait vous bombarder de publicités pour des services de livraison de repas. Si les capteurs révèlent que vous n'avez pas utilisé l'aspirateur depuis longtemps, attendez-vous à voir apparaître des publicités pour des services de nettoyage. Dans un scénario beaucoup plus inquiétant, les informations précises sur vos absences pourraient tomber entre les mains de cambrioleurs ou de personnes malveillantes. Votre maison, censée être votre forteresse, se transforme ainsi en un espion qui documente chacun de vos pas et fait de votre vie privée une simple marchandise. Et enfin, la méthode de lecture de pensée la plus subtile et potentiellement la plus puissante à ce jour, votre interaction avec les réseaux neuronaux génératifs et les agents conversationnels tels que ChatGPT, Claude ou leurs équivalents. Lorsque vous dialoguez avec une telle IA, vous ne faites pas que recevoir des réponses à vos questions. Vous révélez en réalité votre propre mode de pensée. Le réseau neuronal analyse non seulement le fond de vos requêtes, mais également la manière dont vous les formulez. Quel vocabulaire utilisez-vous? Quelle est la complexité de vos phrases? Posez-vous des questions ouvertes ou fermées? Faites-vous preuve de créativité? Ou recherchez-vous une information strictement factuelle? Êtes-vous courtois avec le bot ou adoptez-vous un ton impératif? L'ensemble de ces données permet de dresser votre profil cognitif unique. L'algorithme est capable d'évaluer votre niveau d'éducation, l'étendue de votre vocabulaire et même certains de vos traits de caractère. Par exemple, les personnes ayant une tendance au neuroticisme peuvent utiliser plus fréquemment des mots à connotation négative, tandis que celles qui sont consciencieuses formuleront des requêtes plus claires et structurées. Vous pouvez utiliser le chatbot comme un psychologue en lui racontant vos problèmes, comme un conseiller de carrière en discutant de vos ambitions, ou comme un partenaire créatif en générant des idées. L'intégralité de cet historique de dialogue est sauvegardée et analysée. Elle permet aux entreprises détentrices de ces technologies d'obtenir une compréhension d'une profondeur sans précédent de votre personnalité.
Il ne s'agit plus seulement d'analyser vos likes ou vos requêtes de recherche. C'est l'analyse dynamique de votre processus de pensée. Ces informations peuvent être utilisées pour créer des produits encore plus personnalisés, pour un ciblage publicitaire ultra précis ou pour former des modèles d'IA toujours plus performants. En dialoguant avec la machine, nous passons, sans le savoir et de manière volontaire, le test psychologique le plus détaillé de l'histoire. Ainsi, après avoir passé en revue 20 technologies différentes, le tableau qui se dessine est pour le moins saisissant. Il apparaît que la lecture de la pensée n'est pas une technologie unique, mais plutôt un écosystème global qui nous enveloppe de toutes parts. Cela va des interfaces neuronales directes qui captent les signaux de notre cerveau jusqu'aux algorithmes discrets qui analysent notre regard, notre voix, nos achats et même la manière dont nous tapons sur le clavier. Et voici la conclusion majeure, peut-être la plus choquante. L'outil de lecture de la pensée le plus efficace, c'est nous-mêmes qui le créons. C'est notre empreinte numérique. Nous livrons volontairement des masses colossales de données personnelles en échange de commodité et de divertissement. L'intelligence artificielle ne fait qu'assembler ces fragments épars. Un « j'aime ici », une requête de recherche là, l'itinéraire de notre travail, un reçu de magasin, pour en faire un portrait incroyablement précis et détaillé de notre personnalité, de nos désirs et même de notre avenir. La frontière entre l'assistant utile et le surveillant omniscient devient de plus en plus ténue, et la question centrale qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante. Comment exploiter les opportunités incroyables de ces technologies sans sacrifier notre droit fondamental à la vie privée et à la liberté de penser? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations au croisement de la technologie et de la société. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Parmi ces 20 technologies, laquelle vous a le plus effrayé ou au contraire le plus fasciné? Et seriez-vous prêt à sacrifier une partie de votre confidentialité pour plus de confort et de sécurité? Partagez votre opinion dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.